Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. La preuve, aujourd'hui, si je dis que je vais appeler mon fils Mbala, je pense que même dans ma propre communauté, les gens vont dire non, c'est un prénom bizarre, c'est un prénom trop dur. Mais si je dis Georges, ça sonne bien. Si je dis Adam ou je ne sais pas quoi, ça sonne bien. C'est la preuve qu'on nous a détruits, même dans notre propre identité. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse un immense merci. Votre engouement pour les funérailles des tabous dépasse toutes nos attentes. Grâce à vous, notre appel à candidature pour devenir chroniqueur, chroniqueuse ou animateur a été un véritable succès. Plusieurs centaines de demandes nous sont parvenues. Cela montre à quel point vous tenez à notre mission de créer des programmes qui invitent à la réflexion et élèvent la communauté afrodescendante ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Si nous avons dû faire des choix, c'est vous, notre public, qui allez avoir le dernier mot à travers vos commentaires et vos votes. Vous allez désigner les présentateurs, animateurs qui représenteront les funérailles des tabous cette saison. Des sessions de tournage ont déjà eu lieu, où nos potentiels animateurs ont pris part à de véritables débats et discussions dans le même format que nos émissions classiques avec des invités. De plus, les vidéos de nos présentateurs et chroniqueurs seront diffusées sur nos réseaux. Et ce sera à vous, à travers vos commentaires et vos votes, de décider qui animera cette saison. Le principe est simple, c'est eux qui ont la parole, mais c'est vous qui avez le choix. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Funérailles des Tabous. Pour cette nouvelle formule, on invite des personnes qui vont intervenir sur des sujets qui nous touchent, nous, la communauté afro, avec des opinions différentes, parfois divergentes, avec toujours pour objectif cette excellence de notre communauté. Je suis Cathy Jacot et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui cristallise beaucoup de questionnements et également de crispations parfois, c'est la quête identitaire entre métissage, appartenance et spiritualité. Mais avant, nous allons présenter nos invités. Nous avons Christina avec nous. Merci, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Christina, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis entrepreneuse multicasquette. Merci Christina. Nous avons également Lucchini qui est avec nous. Merci, donc je suis Lucchini de Terre Noire. Je produis du contenu aujourd'hui sur l'Afrique de manière générale, sur la diaspora, originale de la République du Congo. Donc, la première chose que nous allons traiter, c'est où se situent les métis dans la communauté noire, la communauté afro de manière plus large. Et j'aimerais, Cathy, ton avis sur la question. Oui, alors déjà pour me présenter un petit peu également, donc moi je suis coach et consultante et j'accompagne notamment les femmes qui sont en processus de matrescence, c'est-à-dire qui sont en train de devenir mères, notamment sur la question de leur parcours professionnel et de choix de carrière. Mon parcours à moi au niveau personnel, c'est que je suis effectivement métisse, je suis d'origine française et sénégalaise et j'ai eu la chance incroyable de pouvoir recevoir une transmission de ma culture sénégalaise qui soit hyper forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle le Wolof, je parle le Serer, qui est donc l'ethnie dont je fais partie. J'ai pu passer énormément de temps au Sénégal, j'y retourne au moins une fois par an depuis ma naissance, ça va bientôt faire 40 ans. Et j'ai un vrai attachement et une vraie identification au Sénégal et à ma culture sénégalaise. Et aujourd'hui, pour moi, la question du métissage, elle est très complexe. Elle amène tout un tas de sujets, et notamment le sujet de l'appartenance, puisque de mon expérience personnelle, moi je me sens des deux cultures, je me sens à la fois française, mais aussi sénégalaise, je me sens métisse, je me sens femme noire. Et il y a aussi effectivement la question du regard de l'autre, notamment dans ces communautés-là, puisque moi, depuis l'enfance, en France, on me perçoit comme noire ou métisse, et au Sénégal, on me perçoit comme blanche, ce qui d'ailleurs avait tendance à me blesser énormément quand j'étais toute petite, parce que voilà, le village duquel ma famille est originaire n'était pas forcément habitué à être en présence de personnes blanches. Et donc, j'avais les moqueries des enfants, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours blessée parce que moi, je me suis toujours sentie appartenir
à cette culture-là. Et donc aujourd'hui, je pose la question de comment transmettons nos cultures à nos enfants métis, qu'est-ce qu'on leur apprend et comment s'assure-t-on qu'ils appartiennent aux communautés dont ils sont issus. Donc je vais commencer par Christina. Est-ce que tu as un avis sur cette question ? Je trouve que c'est très intéressant, surtout dans une société où il y a de plus en plus de couples mixtes. Donc cette question effectivement de la transmission se pose et j'ai tendance, alors après vous me direz si vous partagez aussi cet avis, à trouver que lorsqu'il y a justement une culture noire, elle n'est pas suffisamment transmise. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu observer dans mon entourage, mais peut-être que ce n'est pas le cas de votre côté. Et j'ai l'impression que l'autre culture prend le pas justement sur la culture noire, donc quel que soit le pays d'Afrique. Et donc je me dis, dans quelques années, est-ce qu'on ne va pas un peu tous blanchir au fur et à mesure, perdre nos langues, perdre nos histoires, perdre nos racines. Et je pense justement qu'on n'est peut-être pas suffisamment éduqué à cette transmission, ou est-ce qu'on n'est pas suffisamment fier de nos origines pour avoir l'envie justement de transmettre et de perdurer en fait. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant. Est-ce que tu perçois, de par ton expérience personnelle ou ton expérience de manière générale de ce que tu peux voir dans la société, est-ce que tu perçois une différence de transmission lorsque c'est la mère qui est noire ou le père ? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là de transmission ? Oui, alors après, pour un peu plus de détails, en fait, moi je travaille dans le domaine matrimonial depuis une dizaine d'années, mais j'interviens principalement dans le cadre de la communauté musulmane. Et effectivement, je me rends compte que c'est souvent quand c'est l'homme qui est noir. J'ai l'impression que la femme noire est toujours plus attachée à sa culture. Donc moi, je suis consciente que c'est vraiment une expérience qui est personnelle, mais c'est quelque chose que je vois vraiment constamment, où j'ai l'impression que l'homme noir s'efface. Et j'aimerais comprendre pourquoi, justement, parce que, par exemple, chaque année, les enfants vont aller dans le pays de l'autre origine, on va tout transmettre, mais tout ce qui concerne la part noire, ça va rester occulté, en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Lucani ? Moi, je pense qu'on ne pourrait pas répondre de manière aussi directe. Je pense qu'il y a des visions qui sont totalement différentes. Et tu as soulevé un bon point qui était sur le fait de savoir quand c'est la mère qui est noire ou quand c'est le père qui est noir. Je pense que la transmission elle est d'abord culturelle quelque part. C'est-à-dire qu'on ne se poserait pas la question d'un métis par exemple qui serait né au Cameroun. Forcément, il aurait beaucoup plus d'attachement par exemple par rapport au Cameroun, donc il va se sentir principalement camerounais et noir. Et quand on se retrouve en France, ce qui va se passer, lorsque c'est une mère qui est plutôt africaine ou noire de manière générale, le rapport de communication qu'il y a entre les deux et la transmission de la culture, si celle-ci la porte bien entendu, à partir du moment où elle va se transmettre, facilement, l'enfant va plus s'identifier en tant que noir. Or, lorsque ce n'est pas le cas, finalement, on va avoir une personne qui va plus se sentir... Moi, je pense que voilà, il y a vraiment une question culturelle là-dedans. Et donc, il y a forcément des métis qui se sentent beaucoup plus noirs, comme des métis qui se sentent beaucoup plus blancs. Est-ce que tu penses que justement, c'est une question purement culturelle, ou est-ce que les rôles familiaux du père et de la mère jouent aussi un rôle là-dedans? Est-ce que c'est par exemple les hommes qui sont peut-être moins enclins à transmettre parce que ça les intéresse moins? Je dis pas que c'est le cas, hein, mais est-ce que c'est quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est le fait peut-être que les pères sont un peu moins impliqués dans l'éducation des enfants par exemple? Je pense que c'est principalement parce que les pères sont un peu moins impliqués, parce que quand c'est un père blanc ou un père noir, on voit à peu près le même comportement. Donc on ne dira pas que c'est directement lié à la culture. C'est l'implication finalement, et ce que va transmettre finalement les parents. Alors, il y a même des mères parfois qui sont africaines ou noires, qui parfois ne transmettent pas non plus, parce qu'il y a aussi des mères qui portent en elles un certain complexe d'infériorité de leur propre culture, qui finalement ne font que transmettre une culture qu'elles ont elles-mêmes copiée. Donc je pense vraiment que c'est plus cette proximité et la transmission culturelle qui est dans cette proximité-là. Et quel est le rôle selon toi du pouvoir économique? Parce que moi, un des constats que je fais, c'est que j'ai eu la chance, comme je le disais, de pouvoir rentrer au Sénégal tous les ans depuis ma naissance. Ça suppose des coûts importants, les billets d'avion, le fait de pouvoir partir, etc. Moi, dans les années 80, quand je suis née, les billets étaient très chers. Ça reste encore relativement cher aujourd'hui, donc ça suppose un budget. Quelle est la part justement de cette question-là dans la possibilité de transmission? Alors moi je pense que dans la transmission il y a effectivement le cas de pouvoir voyager, aller rencontrer, mais aujourd'hui on est dans un monde qui est connecté. C'est-à-dire que moi je connais énormément de personnes qui ont découvert l'Afrique par le biais d'Internet. Et je pense que justement c'est de la responsabilité des parents de commencer à inculquer à leurs enfants des valeurs lorsque ceux-là n'ont pas forcément des moyens pour faire en sorte que les enfants voyagent chaque année, de déjà pouvoir transmettre
C'est comme le cas de découvrir l'Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de personnes qui produisent du contenu pour découvrir un peu ce qui s'y passe. Il y a même des gens qui n'ont jamais été dans leur pays d'origine, qui savent déjà à peu près comment est-ce que ça se passe. Donc la question financière, pour moi, elle n'est pas forcément tenable aujourd'hui. Donc tu penses que par exemple, si tu es marié, tu es guadeloupéen ou martiniquais, tu es marié avec une portugaise. Au Portugal, tu peux y aller pour 50 €, 100 € parfois. Tu peux aller manger un grec et revenir au Portugal. Donc, et si tu es martiniquais guadeloupéen, par contre, il faut avoir vraiment les ressources pour y aller régulièrement. Tu penses qu'il n'y a pas de lien entre le fait que le côté portugais sera peut-être plus facile d'accès pour l'enfant, puisqu'il ira régulièrement là-bas? Alors, pas forcément, parce que ce qui va se passer en réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, on s'organise en tant que diaspora. C'est-à-dire que, je prends un exemple, il y a des gens qui viennent d'Afrique, qui vivent en France, mais qui ont toujours l'impression qu'ils vivent toujours chez eux. Parce qu'ils sont dans un environnement aussi qui leur permet de vivre à peu près les mêmes réalités. Bien entendu que ça a aussi une importance, c'est-à-dire le fait d'y aller pour une personne qui peut aller au Portugal assez facilement, mais c'est pour ça que je parle à ce moment-là. Quelle est donc la fréquence? Même si le petit ou la petite va au Portugal une fois par an et que derrière consomme beaucoup d'Aimé Césaire, beaucoup de Frantz Fanon, consulte énormément de contenu sur la question, je ne pense pas que le fait d'aller au Portugal rapidement fera d'elle une personne qui va beaucoup plus être attachée par la culture portugaise. Donc là, tu fais référence à l'attachement culturel du parent en question. Donc il faudrait être fort culturellement pour pouvoir contrebalancer quelque part avec... Bien entendu. J'aimerais t'entendre également là-dessus juste après. Oui, donc, bien entendu, parce que si, le problème principal, je pense que c'est déjà sur les parents. Il y a des parents qui ont déjà du mal à maîtriser leur propre culture. Forcément, quand on n'a pas grand-chose, on ne peut pas transmettre. Et c'est ce qui se passe fondamentalement. On ne sait pas quoi transmettre. On a des parents qui ne savent même pas parler les langues de leur pays. Il n'y a pas de magie. L'enfant ne va jamais apprendre à parler chinois si la mère ne sait pas parler chinois, par exemple. Voilà ce que je peux dire. Christina, je sens que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, c'est un point de vue, je le respecte, mais moi, je pense quand même que la partie économique joue quand même un rôle, parce que tant que tu ne visites pas par toi-même le pays, même si tu peux quand même avoir des connaissances, tu n'auras de connaissances que ce qu'on peut te montrer via les médias. Ou, voilà. Donc, j'ai l'impression que tu es un peu limité et que si tu as la capacité de partir régulièrement dans ton pays, c'est une autre approche en fait. Mais alors aujourd'hui, la France arrive à influencer les Africains sans pour autant que les Africains vivent en France. C'est-à-dire qu'elle apporte sa langue, elle ramène dans l'éducation nationale de ces pays-là une part de l'histoire. On a des Africains qui découvrent la France, qui ont une forme de fanatisme envers la France, alors qu'ils n'ont jamais été en France. Et je pense que, alors bien entendu, quand on a des moyens, on peut le faire, mais si on n'a pas de moyens, je pense qu'on peut très bien le faire. Et énormément de personnes le font aujourd'hui. Si la France arrive à influencer beaucoup d'Africains à distance, pourquoi est-ce que des personnes africaines ne seraient pas capables de le faire pour leurs enfants qui sont dans la diaspora? Oui, après, comme tu dis, c'est une influence, mais du coup, il y a aussi une idéalisation, parce qu'on n'est pas justement dans le pays, donc on renvoie une certaine image, mais une fois qu'ils arrivent ici, c'est peut-être pas la réalité. Je prends un exemple, juste pour finir sur cet exemple-là. Aujourd'hui, par exemple, quand un enfant français, là on ne va pas prendre le cas du métissage, va naître dans un pays comme la République du Congo, cet enfant va vivre en République du Congo, ça n'est pas pour autant que cet enfant va être détaché de la France. Pourquoi? Parce que dans son éducation, il va apprendre un certain nombre de choses. En plus, la France fait tellement bien les choses qu'elle va mettre en place une école française dans ce pays-là pour que le ressortissant français qui vit en République du Congo se rappelle qu'il est français. Et donc, on rajoute à ça ce qu'il va consommer en réalité. Il va être dans des endroits où il va consommer français. Finalement, il a l'impression de vivre une certaine réalité française. Et ils ne se sont pas forcément congolais, entre guillemets. Alors qu'il y a même des enfants qui naissent en France qui sont ni de père ou de mère de couleur blanche, mais qui aujourd'hui, quand on les voit, pour eux, il n'y a rien d'africain. C'est-à-dire qu'ils ne dégagent rien d'africain à part le fait potentiellement d'avoir la peau noire. Pourquoi? Parce que les deux parents n'ont pas parfois transmis quelque chose de leur culture, et en plus de ça, l'environnement dans lequel ils sont ne reflète pas finalement la réalité africaine. Donc je pense qu'on peut transmettre comme la France le fait, comme les gens le font aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux. Bien entendu, avec les voyages, c'est encore l'expérience individuelle qui est importante, mais je pense que ça peut se faire même si on n'a pas beaucoup de moyens. Ok, et juste, excuse-moi, juste pour rebondir en fait sur la transmission au niveau des enfants métis, il y a aussi quelque chose, si on se met à la place des enfants métis, je trouve que c'est difficile pour eux parce que j'ai l'impression soit il faut qu'ils soient dans le 50-50 vraiment de leurs deux cultures, ou des fois en fonction du peuple, c'est comme si on allait leur imposer de choisir. Je ne sais pas si toi tu as vécu ça justement. Oui, et pour moi, en tout cas mon expérience personnelle, ça a été un cheminement. Je suis passée par plusieurs étapes pour en arriver là où je suis aujourd'hui, où
Aujourd'hui, je me considère comme une femme métisse. J'assume pleinement les deux côtés de ma culture, de mon identité. Et je pense que justement là-dessus, jusqu'ici, on parle de culture, en fait, de transmission de la culture. C'est peut-être plus une question d'identité, en fait, alors que le fait de pouvoir voyager, de pouvoir être sur place, ça permet aussi de tisser notamment des liens familiaux qui, moi, ont été essentiels, en fait, dans la constitution de mon identité sénégalaise. Le fait d'appartenir à une communauté, à une famille, d'être reconnue comme part intégrante de cette famille, ça a été hyper important pour, justement, dans la construction de mon identité. Et ça rejoint ta question sur le fait de... voilà, parfois on nous demande de choisir, etc. Moi, aujourd'hui, je me sens partie intégrante de cette famille, par exemple, au Sénégal, mais avec des différences quand même. Je sais que mon expérience de vie n'est pas du tout la même que celle de mes cousins et cousines. Je sais que mes influences culturelles, certaines de mes valeurs peuvent être très différentes. On en parlait, on a débattu de sujets autour de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Mon combat en France, mes convictions en France vont être très différentes de mes convictions par rapport au combat au Sénégal. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement que les cultures ne sont pas les mêmes et que du coup les débats et les combats ne peuvent pas être les mêmes. Mais je pense justement que le fait de pouvoir se rendre sur place, de pouvoir constater sur place et de pouvoir faire l'expérience de liens d'amour, familiaux, ça aide aussi à constituer cette notion d'appartenance et d'identité. Alors, je souhaite quand même répondre sur ça, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas se rendre sur place ou ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, tout le monde n'a pas les moyens. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas les moyens, il ne faut pas maintenant qu'on commence à se cacher sur le fait que je n'ai jamais eu les moyens d'envoyer mon enfant à les découvrir. Puisque beaucoup de gens, c'est ça leur argument. De dire que non, mais c'était très compliqué financièrement. Ou je rencontre parfois des gens qui m'ont dit « Mais finalement, moi, j'ai jamais été dans mon pays en Afrique, c'est ça qui fait que je ne connais rien. » Non, on est dans un monde aujourd'hui qui est connecté. On se connecte avec tous les continents. Donc, on a la possibilité d'apprendre. Et j'ai envie de dire... C'est très simple. Par exemple, si, par exemple, pour ton cas, tu es française et sénégalaise et que tu vis en France, parce que tu vis déjà dans une certaine culture. Alors, essaie d'imaginer, tu es française et sénégalaise et tu vis en Arabie Saoudite. Ça m'est arrivé. J'ai vécu au Maroc quand j'étais enfant. Et là-bas, j'étais considérée comme noire. Alors que, vous le voyez, ma couleur de peau, souvent on me prend pour une Marocaine en France, mais sur place... Mes cheveux, je sais pas, mon apparence, on me repérait dans la rue, on m'a considérée comme noire. J'ai vécu un racisme au Maroc assez violent que je n'ai jamais vécu en France. Et je ne critique absolument pas la population marocaine. Voilà, je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas forcément des personnes très bien. Mais donc, si tu veux, ça n'a pas forcément changer mon expérience, le fait de vivre justement dans un pays tiers. J'ai vécu également en Irlande pendant très longtemps. Ça ne change rien à qui je suis, si tu veux. Oui, mais qui tu es, c'est parce que tu as pris une base, je pense, dans ton enfance. Et si tu étais né, je pense, en Chine, tu n'aurais peut-être pas cette base française que tu as. Et finalement, ça allait être la responsabilité de tes parents. Qu'on le veuille ou non, même les voyages, je dirais même, on n'a pas les moyens, et puis on ne peut pas faire 5 voyages par an, tout ça. Donc à un moment donné, on aura besoin d'une base. Et cette base-là, elle va de l'éducation que la mère ou le père va transmettre à son enfant. Quand un enfant a entre 0 et 5 ans, il est en train d'apprendre des choses qu'il a du mal à comprendre. S'il est déjà dans l'environnement en question, c'est facile. Mais s'il n'est pas dans cet environnement-là, il a besoin qu'on puisse lui transmettre ça encore, beaucoup plus, pour qu'il puisse vraiment s'identifier en tant que Français ou en tant que Sénégalais, par exemple. J'aimerais qu'on questionne quelque chose, parce qu'on n'a pas défini le métissage. Parce que le métissage, selon le Larousse, c'est union, enfant issu d'une union entre deux personnes de deux phénotypes différents, oui. D'accord, de couleurs différentes. Mais ce que ça ne dit pas, l'expérience des deux personnes qui ont fait l'enfant. Puisque si tu es afro-descendant, antillais ou d'origine africaine, de n'importe quel pays, que tu es en France, tu as grandi en France, tu es né en France et que tu es de la 4e génération. Oui. C'est pas pareil que si tu es né au Congo et que tu es arrivé en France, tu t'es mis avec une personne blanche par exemple, et que tu as fait un enfant. C'est pas pareil que si tu es le fils de ce Congolais qui est arrivé du Congo, qui est né en France, qui a fait un enfant, qui est né en France, qui a fait un enfant qui est né en France et il se met avec une blanche.
Du coup, déjà, le métissage les métissages ne se valent pas par rapport à ça, parce que celui qui est de 3e, 4e génération du Congo, il n'a que des débris, il n'a que des bribes. Il n'a pas l'expérience sur le territoire, etc. Peut-être qu'il n'est pas allé souvent là-bas. Et donc, déjà, on parle de métissage, mais il faudrait parler de métissage au pluriel, parce que tout ne se vaut pas là-dedans. Et ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et également, je reviens sur la Chine, ce que tu disais. Si tu es métis congolais et belge, par exemple, et que tu as grandi en Belgique, tu n'as pas le même raisonnement et tu ne te positionnes pas en termes d'identité de la même façon que si tu es métis congolais belge et que tu as grandi au Congo. Je suis d'accord. Puisque déjà, l'expérience sociale que tu vis détermine aussi ce que tu es. Et la langue que tu parles aussi, et c'est un champ dans lequel tu cultives ton identité également. Donc quand tu penses français, c'est pas pareil que quand tu penses en lingala, par exemple. Puisque ton identité, tu la découvres aussi à travers la langue que tu parles. Et donc je pense que c'est plus complexe qu'une histoire d'origine, de couleur de peau. Il y a aussi l'expérience sociale et l'environnement à prendre en compte. Et j'aimerais aussi spécifier qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple métis, les Antillais par exemple. Souvent, moi, je parle de mon expérience personnelle, on me disait le tismé. Par exemple, le tismé. Parce que les gens, dès qu'on est clair de peau, disent le métis, le tismé. Ouais. Sauf que si la définition, c'est que un métis est le fruit d'une union entre deux personnes de couleurs différentes, mais deux parents sont de la même couleur. Donc je ne suis pas métis. Un Congolais, un Martiniquais, ce qu'ils font en enfance, ce n'est pas du métissage. Donc, ça, c'est important. Et nous avons un métissage qui est particulier, puisque c'est plutôt un brassage ethnique. C'est pas de l'amour. Ce n'est pas deux personnes qui se sont aimées, qui ont fait un enfant. Mais aux Antilles, on n'a pas de Tati Brigitte en Normandie qui fait de la confiture. Les deux côtés, c'est du tambour. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir que l'enfant métis, ou mulâtre, comme on disait là-bas, il était rejeté systématiquement par le maître. Il ne considérait pas que c'était son enfant. Donc, automatiquement, l'enfant qui naît de cette c'est pas une union d'ailleurs, mais ce croisement, si tu veux. Voilà, il était avec sa maman. Donc, il n'était pas considéré comme un blanc. Et donc, pas comme l'enfant du maître. Donc, on n'a même pas pu, aux Antilles, s'affilier aux parents blancs, puisqu'on était rejetés, on était avec les esclaves. Du coup, on ne peut pas se considérer aux Antilles comme des métis, à proprement parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'arrive au point où je veux venir, c'est par rapport au discours de Malcolm X dans les années 60, je crois que c'est 63, il dit « Qui vous a appris à détester votre couleur de peau? Qui vous a appris à détester la texture de vos cheveux? Qui vous a appris à vous détester à tel point que vous ne pouvez pas rester les uns avec les autres ?» Et j'ai remarqué dans notre communauté quelque chose, c'est qu'on est toujours en train de chercher l'aliénation chez l'autre. Elle a les cheveux défrisés, c'est pas une vraie. Lui, il est avec une blanche, c'est pas un vrai. Lui, il est antillais, c'est un vendu. Elle, ceci, cela. On cherche toujours. Lui, il n'est pas dans une spiritualité africaine, donc c'est pas vrai, etc. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Comment sortir de ça? Je vous en prie, Sina. Écoute, j'étais en train d'y réfléchir, parce que la question, finalement, effectivement, c'est quoi être un vrai? C'est quoi être une vraie noire et un vrai homme noir? Je n'ai même pas la réponse à cette question. Et dans mon expérience personnelle, moi-même, je suis souvent en pleine quête d'identité. Tu as parlé, par exemple, de la religion. Étant justement musulmane, j'étais avant chrétienne, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on me reproche, parce que, en gros, c'est comme si j'avais trahi mes ancêtres en allant sur ce que les gens vont appeler la religion des Arabes. Donc c'est aussi une notion que je ne comprends pas, parce que est-ce que ma couleur de peau fait que j'ai une ligne directrice sur laquelle je ne dois pas dévier? Je dois avoir une façon de me coiffer qui doit être à l'identique pour tout le monde, une réflexion qui doit être à l'identique, une foi, on doit tous avoir exactement la même foi, les mêmes rites, etc. Honnêtement, je n'ai pas de réponse, parce que moi, j'ai besoin de sortir de ça, justement. J'ai besoin de tracer ma voie. Donc, alors pour toi, rester dans un traditionnalisme par rapport à sa culture, etc., serait une forme d'aliénation finalement. Parce que ça ne t'appartient plus, c'est quelque chose que tu es obligé de faire parce que tu appartiens à telle communauté. Oui, et je pense encore une fois qu'on ne peut pas nous imposer certaines choses. On va garder des traits de notre tradition, certains rites, etc. Ça fait partie de la transmission, mais il y a des choses qui sont forcément plurielles et qu'on ne peut pas imposer.
La coupe de cheveux, on ne peut pas nous l'imposer. La foi, on ne peut pas nous l'imposer. Je ne suis pas sûre que du fait qu'on soit différents sur ce point-là, ça fait de nous des personnes moins noires que d'autres. Je pense qu'il faut aller chercher plus loin. Après, c'est mon avis. Ouais. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que quand on se pose la question de un vrai ou pas un vrai, c'est bien parce qu'il y a un problème quelque part. Si on avait une règle qui était définie, où on savait comment reconnaître un vrai, ça aurait été beaucoup plus simple. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une part de notre histoire qu'on ne connaît plus, mais il y a quand même une réalité qu'on doit admettre. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît en Arabie Saoudite a de fortes chances de finir musulman. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité culturelle, une réalité de l'environnement. Or, ce qui se passe chez nous, finalement, c'est quoi ? On a eu tellement d'invasions. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on ait eu des invasions, qu'on ait eu des personnes qui sont venues prêcher autre chose, que finalement, on a eu des perceptions différentes. C'est-à-dire le fait qu'on se dise aujourd'hui que mais je ne suis pas obligé de prendre telle ou telle perception, c'est bien parce qu'on nous a proposé autre chose. Alors, la question, bien entendu, ce n'est pas de savoir si ce qu'on nous a proposé est bon ou n'est pas bon, mais c'est bien le contact avec le monde extérieur. Et le problème que certaines personnes, en tout cas, vont juger ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est quoi ? C'est quel a été l'élément qui a déclenché ce contact ? Parce qu'on nous parle très souvent, effectivement, de l'impact qu'a eu la culture, enfin les cultures, j'ai envie de dire, des autres, mais ces cultures des autres-là ne sont pas arrivées parce que nous avions décidé de dire, tiens, on va aller rencontrer les autres, découvrir ce qu'ils ont. Non, eux ont décidé de venir parce qu'ils avaient jugé que nous, on était soit perdus, parce qu'on était soit des singes, soit je ne sais pas quoi, pour nous apprendre ce qu'il faut. Ouais, intéressant. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Cathy ? Oui, moi je voudrais revenir sur le point que tu faisais, Christina, à ce sujet. Et je pense que sur cette question justement d'être des semblables, en fait, qu'on nous demande de correspondre à une certaine liste de critères, je ne sais pas lesquels, mais que pour être un vrai, il faut être, il faut avoir les cheveux comme ça, il faut être dans un couple de telle façon, il faut avoir telle expérience de vie, etc. Moi, je trouve ça très dangereux et je trouve que c'est aussi ce qu'on va retrouver, par exemple, en France sur cette notion d'égalité. Où à la base, l'égalité, c'était censé être, nous avons des droits égaux, peu importe nos origines, etc., même si bon, ça c'est discutable. Mais aujourd'hui, on est dans une mouvance qui voudrait qu'on soit un peu tous des clones. Il faut qu'on... Voilà, il y a cette question d'assimilation, cette question de... Il faut renier en fait ses habitudes, ses coutumes, son identité pour pouvoir appartenir à la citoyenneté française, en fait. Et ça, je trouve ça toujours dangereux de dire il y a une façon d'être pour appartenir à une certaine communauté. Pour moi, il y a autant d'afro-descendants, d'expériences d'afro-descendants qu'il n'y a d'individus. On a des Antillais, on a des gens qui sont issus de mélanges entre les Antillais et les Africains, on a plusieurs sortes d'Africains aussi, même au sein d'un même pays, on a tout un tas d'ethnies, on a des gens qui sont mélangés, etc. Et pour moi, je trouve ça dangereux de dire ce critère-là, il n'est pas coché, donc on exclut. Ça n'a aucun sens. Je t'en prie, vas-y. Oui, je voulais dire quand même quelque chose, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement, qu'il y ait en fait finalement des gens qui disent X ou Y n'est pas vrai, parce que tout le monde le fait. Je peux prendre des exemples, les religieux sont habitués à le faire. Quand on va dans l'islam, les musulmans vont considérer que eux sont dans le vrai et que les autres sont dans le faux. Les chrétiens vont considérer que eux sont dans le vrai et que les autres sont dans le faux. Finalement, pourquoi est-ce que ce serait dérangeant que des gens considèrent que quand ils font quelque chose, ils sont dans le vrai et que les autres, finalement, quand ils le font, ils sont dans le faux? Parce que si on dit ça, ça veut dire que tout le monde, finalement, ne devrait pas le dire, mais ça n'est pas pour autant que c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, mais dans ce cas-là, parce que là tu fais référence aux religions, notamment abrahamiques, mais ce sont des communautés différentes. Donc ça suggère que finalement, il n'y aurait peut-être pas une communauté noire. Mais pourquoi il n'y aurait pas une communauté noire? Parce que cette communauté noire qui existait bien à un moment donné dans notre histoire a été détruite. L'objectif était bien celui-là, de casser cette communauté. Les mecs ont réussi. Ça, au moins, on peut pas dire le contraire. Est-ce que tu peux clarifier de quelle communauté tu parles qui a été cassée? Si on repart dans les anciennes civilisations dans lesquelles nous étions, quand on parle de la négritude, potentiellement on parle de Mésopotamie ou d'Égypte, par exemple, on savait que l'Égypte avait une certaine puissance. Et l'Égypte, aujourd'hui,
il y avait bien entendu un plan qui était de faire tomber l'Égypte, entre guillemets, pour que lorsque cette puissance va chuter, elle ne peut plus impacter sur les autres peuples. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La plupart des peuples qui ont quitté l'Égypte ont commencé à partir de gauche à droite. Il y a eu des invasions arabes, il y a eu ensuite le christianisme aussi venu avec les Portugais et tout le reste. Pourquoi? On va continuer à les récupérer, à les mater, à les enseigner un certain nombre de choses. Finalement, on fait des enfants qui naissent et qui ne connaissent pas leur histoire. Tout ce qu'ils ont appris, c'est quoi? C'est Pierre a dit ceci, je ne sais pas dans quel livre, Paul a dit ceci dans quel livre. Ils considèrent que c'est donc ça leur identité. On nous a même changé de nom. La preuve, aujourd'hui, si je dis que je vais appeler mon fils Mbala, je pense que même dans ma propre communauté, les gens vont dire non, c'est un prénom bizarre, c'est un prénom trop dur. Mais si je dis Georges, ça sonne bien. Si je dis Adam ou je ne sais pas quoi, ça sonne bien. C'est la preuve qu'on nous a détruits, même dans notre propre identité. La preuve en est, pour ne pas monopoliser la parole, dans l'islam, si je ne dis pas de bêtises, lorsque l'on se convertit, on vous attribue même un nom, parce qu'un nom, c'est une identité, a une certaine histoire, c'est quelque chose de profond. Or, chez nous, on nous a fait comprendre que non. On va au Congo, il y a des gens qui s'appellent Bienvenue. Ça ne veut strictement rien dire. C'est la preuve qu'on nous a détruits au plus profond de notre être. Oui, mais là, dans ce cas-là, après je te donne la parole, Christina, il n'y a pas une contradiction là-dedans? Dire que finalement, c'est pas grave si on se regarde un peu sur les côtés, parce qu'elle a le défrisage, lui il est clair de peau, lui elle avec un blanc, lui. Finalement, ça veut dire qu'on devrait être spectateur de ce qui s'est passé avant, et les séquelles de cela, on ne devrait pas les réparer? Alors, je vais y répondre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt lié à l'expérience. Vous savez, par exemple, chez les chrétiens, quand quelqu'un a l'impression d'avoir cru en Jésus-Christ, il voit tout le monde comme le démon. Ah, celui-là boit de l'alcool. Et en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre communauté, du simple fait qu'ils ont commencé à accepter une certaine réalité africaine, ils n'ont pas compris que c'est un cheminement. Ils n'ont pas compris qu'il faut de la tolérance. Et donc, du coup, lorsqu'ils perçoivent des autres, de la même façon qu'un chrétien peut voir celui qui est en train de boire de l'alcool comme un monstre, lui aussi se dit « mais lui, il est en train de faire n'importe quoi. Lui, il n'a pas fait ses cheveux comme ceci, il ne s'est pas habillé comme ça. » Je comprends que pour celui qui est jugé de cette manière-là, forcément, c'est quelque chose qui est choquant. Mais moi, j'essaie aussi de me dire « il faut du temps. » Il faut du temps, et c'est dans le temps que les gens vont comprendre et savoir que c'est pas aussi simple que ça finalement. Parce que si on a besoin de se réunir, on va pas commencer à disqualifier tout le monde. Et je m'arrêterai juste là. Je remarque même très souvent, beaucoup de personnes ont même tendance parfois à rejeter les religions de manière générale, pas parce que ces derniers veulent avoir une forme, j'ai envie de dire, de sainteté entre guillemets. Non, simplement ils rejettent des religions, mais ça n'est pas pour autant ils ont une vie pieuse. Mais finalement, leur disquette, j'ai envie de dire, de faire leur vie un peu comme ils veulent, c'est juste de se dire non, toutes ces religions-là sont des religions importées, moi je ne veux pas de religion. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne devrais pas avoir une certaine vie avec une certaine cohérence. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Christina ? Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au prénom, effectivement, j'ai aussi pas mal étudié sur la thématique des conversions. Et moi, je trouve que c'est justement une aberration lorsque on impose à chaque fois aux convertis de changer de prénom. Pour moi, il y a une forme de schizophrénie, souvent, qui découle de ça, parce que, comme tu l'as dit, notre prénom, c'est notre identité. Et ce que je vois souvent chez les convertis, c'est qu'il arrive à un moment où ils n'arrivent plus du tout à faire la part des choses entre leur culture et ce nouveau modèle religieux. Donc on a l'impression qu'ils n'ont comme seul choix que d'effacer ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont connu, ce que leurs parents leur ont transmis, pour être sur un nouveau modèle. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que dans la communauté justement musulmane, en tout cas de France, je ne vais pas parler des autres pays, qui est principalement représentée par la communauté maghrébine, c'est pas seulement de la conversion en termes de foi, c'est aussi une sorte d'arabisation. Et ça, c'est compliqué. Et moi, aujourd'hui aussi, j'ai beaucoup de mal à faire comprendre, en tout cas aux gens de la communauté musulmane, que j'ai une foi qui fait que je crois en un créateur unique, qui fait que je crois au Coran, mais je n'ai rien d'une arabe. Je suis pleinement antillaise, fière de mes origines. Et ça, je pense aussi que c'est des thématiques, on ne peut même pas en parler avec tout le monde, parce que c'est souvent source de polémique. Ensuite, tout à l'heure, quand tu disais, tu parlais des religions, du fait que oui, un chrétien va être convaincu qu'il a la vérité, un musulman, c'est la même chose. Enfin, chacun, de toute façon, prêche, entre guillemets, pour son église. Moi, justement, je trouve que c'est ce qui est dangereux, parce que je ne comprends pas qu'en tant que croyant, on arrive à avoir cette haine de l'autre sous prétexte que l'autre n'a pas justement la même religion que nous.
pourquoi ce n'est pas justement la paix qu'on prône en priorité, ainsi que la tolérance? Comme tu l'as dit également, on part quand même des religions d'Abraham, donc on a tous le même socle en soi, on croit tous en un Dieu unique. Après, ok, on est des peuples différents, on suit des livres différents, mais j'ai l'impression qu'on oublie en fait les principes et les valeurs que sont censés véhiculer cette spiritualité qui découle d'un seul et unique créateur. Et finalement, on reste sur des religions et on s'imprègne d'énormément de règles, on en oublie, pour moi, tout ce qui est fondamental. Et j'ai l'impression qu'on est sur une forme de zèle religieux pour essayer de se sentir meilleur que l'autre, mais ça n'a pas de sens. Et pour moi, justement, c'est très dangereux. Et je pense qu'on loupe ce qu'il y a de plus important et qui nous permet justement de vivre ensemble, même si nous n'avons pas exactement les mêmes principes, religieux en tout cas. Et il y a des exemples qui existent, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, je sais que mon village d'origine au Sénégal, c'est un village où il y a beaucoup de catholiques. Alors, le Sénégal est quand même majoritairement musulman. Dans mon village, on était sur une tendance inversée où il y avait une majorité de catholiques, une minorité de musulmans. C'est en train de changer. Mais moi, ce que j'ai toujours connu dans ce village, c'est la vraie cohabitation. Parce que les membres d'une même famille peuvent appartenir à l'une ou à l'autre des religions. Et c'est complètement OK. On partage nos cimetières, alors chacun de son côté clairement, mais on partage nos cimetières, on partage les fêtes, les célébrations. Je pense notamment aux fêtes du 15 août, où quand les familles catholiques vont sacrifier un cochon, elles vont préparer des plats à base de poulet ou de mouton qu'elles vont aller distribuer aux familles musulmanes. Quand c'est la fête du mouton, on va préparer des plats pour les familles catholiques pour qu'elles puissent participer, même si elles ne célèbrent pas les mêmes fêtes. Et en fait, on va respecter simplement les croyances et les valeurs des uns et des autres. Donc cette cohabitation, elle est possible. Voilà, donc pour donner une petite référence aux gens, mon village s'appelle Palmarin, au Sénégal. C'est situé sur la petite côte. Je vous invite tous à y aller. Allez nous rendre visite. C'est un super village et vraiment, c'est quelque chose dont on est extrêmement fier parce qu'on a réussi vraiment cette intégration, cette cohabitation, cette collaboration entre des personnes avec des croyances complètement différentes. Et c'est des personnes qui sont religieuses ferventes. Ils vont à l'église tous les dimanches pour les catholiques. Pour les musulmans, voilà, on fait la prière plusieurs fois par jour, on respecte les dogmes. Et en fait, la communauté finance, par exemple, la construction de la mosquée, finance la construction de l'église. Il n'y a pas en fait de rivalité, on se regarde en chien de faïence et toi tu crois en ça, donc tu es de ton côté et moi je... Non, il y a une vraie cohabitation, donc c'est possible. J'aimerais rebondir sur quelque chose. De ce qu'on s'est dit, il y a un mot qui ressort, c'est qu'on est fragmenté. Et il y a, pour dessiner le tableau, il y a d'un côté donc, les métis qui sont un peu des deux côtés de l'histoire. On a les évangéliques, les catholiques, les musulmans, etc. Maintenant même des juifs, ça existe aussi. Nous avons donc des personnes qui sont d'origine antillaise mais qui sont nées dans l'Hexagone. Nous avons plein de choses qui font que nous avons aussi, par exemple, quand on regarde la carte de l'Afrique, ça a été découpé avec des règles et des équerres par les Anglais, les Français, et j'exagère à peine quand je dis des règles et des équerres parce que c'est vraiment ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis zaïrois, moi je suis congolais, moi je suis ceci, alors qu'à la base c'est le même pays. Donc on a beaucoup de choses qui font qu'on est divisable finalement. Et je voudrais savoir, et ça je veux t'entendre dessus en premier, est-ce que la fraternité est possible dans cette communauté? Alors, je me rappelle encore d'un livre justement de Kwame Nkrumah qui parlait du fait que l'Afrique devrait s'unir. Et la fraternité, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un élément qui nous permette de tous nous identifier. Or, aujourd'hui, le fait d'être noir, c'est quasiment plus un élément qui nous permet de nous identifier. C'est-à-dire que les Noirs américains, le Congolais qui est chez lui, il ne voit pas Rick Ross comme un cousin. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est un Américain, on n'a rien à voir. Deuxièmement, il y a cette notion culturelle. Or, il semble que, c'est vrai que l'Afrique a été fragmentée, mais les cultures étaient aussi différentes en fonction des positionnements de royaumes et un certain nombre de choses. Finalement, la chose fondamentale qu'on aurait pu dire, qui pouvait avoir le dessus sur tout aujourd'hui, on sait que c'est la religion, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. On sait aujourd'hui que la plupart des gens mettent au premier niveau la religion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui ont parfois des appartenances religieuses, enfin des mêmes appartenances religieuses. À ce moment-là, on a l'impression que
Il y a de l'émotion, c'est-à-dire que si je retrouve un Sénégalais qui voit un Malien, le simple fait que potentiellement il soit musulman, peut-être qu'ils vont ressentir un peu plus de proximité que potentiellement à ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc moi j'ai envie de dire, ça pourrait exister, mais pour que ça existe, il faut qu'on arrive à définir quelque chose que l'on va tous juger qui est au-dessus de tout, au-dessus de nos perceptions religieuses, au-dessus de notre propre avis à nous-mêmes pour que ce soit vraiment possible. Sinon je ne vois pas comment ça se ferait. Alors là tu as parlé très intra-Afrique finalement, mais la question antillaise dans tout ça, l'africanité des Antillais, quel est ton positionnement là-dessus? Est-ce que aussi les Africains ont-ils un rôle à jouer dans l'acceptation finalement de l'africanité des Antillais? Alors, la question antillaise elle est encore beaucoup plus complexe. D'abord parce que, avant même de se positionner pour savoir s'il faut directement avoir un lien avec l'Afrique, il faut déjà se décider s'il faut une séparation avec la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des Antilles potentiellement qui vont commencer à discuter ou négocier à chaque fois avec le Gabon, le Cameroun, sans qu'il y ait intervention de la France. Ça veut donc dire qu'il faudrait d'abord que les Antilles se définissent, c'est-à-dire qu'il faudrait que la Guadeloupe puisse se définir, par exemple, comme un État, pour se dire aujourd'hui je me définis comme un État, maintenant je veux rentrer potentiellement, je prends un exemple, dans une organisation comme le prévoyait Kwame Nkrumah, une Union africaine entre guillemets, puisque ça peut se faire, hein, puisque la France le fait. Donc jusqu'en Guyane, bon, la France c'est en Europe, mais jusqu'en Guyane il y a la France entre guillemets. Et donc je pense que la question finalement, elle est beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Il faut d'abord déjà être indépendant, se dire qu'on est indépendant, on décide maintenant de notre vraie identité à nous, et ensuite on se dit est-ce qu'on partage quasiment les mêmes valeurs, ce que je disais tout à l'heure, l'élément qui va nous permettre de tous nous réunir pour ensuite se mélanger avec les autres. Mais alors qu'en est-il des îles des Antilles? Parce que je rappelle que les Antilles, ce n'est pas la Martinique et la Guadeloupe. Il y a les Bahamas, la Jamaïque, Cuba, etc. Puerto Rico et compagnie. Mais dans ces îles-là, il y en a beaucoup qui sont indépendantes et pourtant le lien avec l'Afrique est rarement fait, mis à part dans le cadre peut-être d'Haïti et un peu de la Jamaïque, mais sinon c'est rare. Alors comment expliquer cela? C'est rare simplement parce que, comme je le dis toujours, nous sommes des pays où aujourd'hui c'est très compliqué économiquement. C'est-à-dire que si on avait les États-Unis en Afrique, je pense que les États-Unis allaient faire tout le nécessaire pour aider les autres pays. C'est-à-dire on n'est pas capable de s'entraider entre nous, parce que chacun souffre un peu de son côté. C'est ce que j'expliquais en disant, on a d'un côté la RDC qui souffre un petit peu, on a de l'autre côté le Mali qui souffre, on a le Niger qui est en train de souffrir. Effectivement, il y a le cas d'Haïti où on a vu, il y a des soldats africains qui ont été envoyés, mais pour que ça puisse réellement se faire, il faut déjà qu'on arrive à avoir cette capacité à le faire. Or aujourd'hui, nous-mêmes, dans nos propres pays, on a du mal à s'en sortir. C'est très compliqué si toi-même tu te fais tabasser chez toi, que tu veux aider un autre qui se fait tabasser chez lui. Intéressant. J'aimerais t'entendre, Christina, sur quelque chose. Il y a un terme que j'entends énormément en ce moment, depuis quelques années sur les réseaux sociaux, c'est le terme métisseur. Donc, l'homme noir ou parfois la femme seraient automatiquement habités par l'envie de blanchir leur descendance en se mettant avec quelqu'un d'une autre origine. Je voudrais savoir, est-ce que pour toi, fatalement, si un homme noir ou une femme noire se met avec une personne blanche, est-ce que c'est forcément un besoin de blanchir la descendance, etc., ou pas forcément? Non, pas forcément. Je ne pense pas qu'on puisse être catégorique là-dessus. Mais alors, ce terme-là, je ne l'avais pas encore entendu sur les réseaux. Néanmoins, j'ai déjà des personnes qui sont venues me voir en me disant « Oui, je veux une femme blanche parce que je veux des enfants métis ». Ça, je l'ai déjà eu, des deux côtés, du côté des hommes et du côté des femmes. Donc, c'est une réalité. Mais je ne serai jamais catégorique là-dessus. Je pense que c'est un petit pourcentage de personnes qui ont ce type de réflexion. Mais à côté de ça, non, il y a des personnes... il y a aussi ce côté chercher un partenaire exotique. Il y a aussi la fétichisation de certaines cultures. Mais non, je n'ai pas énormément d'exemples là-dessus, mais ça nous rappelle encore une fois qu'il y a une problématique, en fait. Il y a un problème il y a un complexe d'infériorité, il y a quelque chose, c'est très grave, en fait, d'avoir ce type d'objectif dans sa relation, un choix de partenaire pour blanchir sa descendance. Je trouve que c'est triste aussi bien pour le partenaire qui va être choisi que pour les enfants qui vont arriver. Donc, Et l'inverse, des blancs qui veulent à tout prix se mettre avec des noirs. Justement, tu parlais de fétichisation. Ouais. Tu peux nous en dire plus ou peut-être toi aussi? Je sais pas. Moi, ce sera très rapide. Ouais. Alors, effectivement, j'ai plus souvent des femmes blanches ou des femmes maghrébines qui cherchent des hommes noirs. Et des fois, elles me disent, oui, moi, plus il est noir, mieux c'est. Par contre, j'ai jamais... À ton avis, qu'est-ce qui crée ce besoin très précis?
Honnêtement, je n'aurais pas tous les arguments, mais j'ai l'impression que la couleur noire donne une forme de virilité, en fait. Et j'ai l'impression qu'elles ressentent que plus il est noir, plus elles sont avec un homme, réellement. Par contre, personne, aucune femme dans ces exemples-là ne m'a mentionné en termes de descendance, parce que je veux que mes enfants aient telle couleur. Bon, peut-être un petit peu ce côté métis, mais pas plus que ça. Donc c'est plus la recherche du mal alpha. Oui, voilà, vraiment. Je pense que tu as aussi je veux des enfants métis parce que c'est mignon, c'est machin, ça a les cheveux frisés, etc. Et puis c'est Instagrammable en ce moment. Voilà, merci. Et je trouve ça hyper dangereux. Parce qu'on n'est pas des objets. Parce que nos questions identitaires sont complexes, ça peut créer des vrais sujets psychologiques qui peuvent être difficiles, des parcours de vie qui peuvent être compliqués par rapport à ça. Donc, voilà, moi j'ai toujours un peu de mal à entendre ça, de dire moi les enfants métis c'est trop mignon, machin. Ouais, oui, peut-être. Mais est-ce que tu es prête aussi à accompagner ton enfant avec justement ces questions identitaires, ces questions d'appartenance, des questions que cet enfant va se poser à un moment donné? Mais comme tu dis, il n'y a pas du tout cette réflexion. Le fait de ne pas ressembler à son parent, il y a quelque chose de très particulier là-dedans. Moi, j'ai des exemples de marcher dans la rue avec mon père quand j'avais, je sais pas, une quinzaine d'années, 16 ans. Et on nous lançait des regards horribles parce qu'ils pensaient que c'était un vieux qui était avec une petite jeune, machin. C'est mon père. Et en fait, tu as tout un tas d'expériences comme ça que les enfants métis peuvent vivre. Je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais c'est quand même assez commun. Et donc, je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Bien sûr. Et tu as un point de vue, toi, sur la question des métisseurs dont on parlait juste avant, ou pas forcément? Moi, je lis ça à la question du colorisme, tout simplement, aux choses qu'on nous a inculquées. Et ce n'est pas uniquement présent chez les insulaires ou dans les territoires qui sont dits français d'outre-mer. Ça existe bien évidemment aussi en Afrique, où on va considérer qu'une femme qui est claire de peau, elle est beaucoup plus belle qu'une femme qui est très foncée, par exemple. Et on va rechercher plutôt des femmes claires, pour se constituer des familles, se reproduire, etc. Donc c'est pas, je ne sais pas s'il y a une vraie exclusivité en fait de cette question à la diaspora. Pour moi, ça existe aussi en Afrique et c'est plus lié au colorisme qu'à la question vraiment du métissage et je veux blanchir. C'est peut-être plus je veux éclaircir ma descendance. D'ailleurs, aux Antilles, il y a un terme pour les personnes claires, c'est la peau sauvée. On dit, quand un enfant naissait clair, on disait la peau chapée ou la peau sauvée. En gros, vu que tu es plus clair, tu as une chance qu'on te fouette un peu moins, qu'on te fasse un peu moins de mal, parce que tu es clair de peau. Donc ça rejoint ce que tu dis, c'est lié à un trauma aussi. Et j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, moi je pense que déjà il y a une réalité historique un petit peu. Quand on voit à l'époque de Saint-Domingue, justement, quand il y avait encore cette notion de hiérarchisation des races, on s'était finalement rendu compte qu'il y avait finalement entre l'homme blanc et l'homme noir le métis qui était placé un petit peu au milieu. Ça veut dire que quelque part, il y a aussi une forme de traumatisme dans la perception qu'on a de l'autre. Moi, par exemple, j'ai vécu un peu dans une réalité africaine. Ce qui nous a le plus impacté à ce moment-là, c'est plus la télévision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le simple fait qu'on regardait à la télévision des femmes tous les jours, qu'on nous expliquait qui étaient belles, à un moment donné, on se dit, tiens, moi, il me faudrait que j'ai une femme de ce genre. Alors, c'est un peu mitigé parce que ça n'est pas pour autant qu'on avait oublié des femmes qui avaient des formes, par exemple. Quand on nous montrait les femmes à la télé, elles n'avaient pas de forme, mais c'est pas pour autant que les Africains avaient abandonné des formes. Mais en tout cas, sur la couleur de peau, je ne sais pas pourquoi, il y avait vraiment ce côté-là. Il fut un temps, à cause des films américains, on voulait tous des Américaines. Et il y a eu même une époque en Afrique, il y a eu des films hindous, les Africains voulaient des Indiennes. Alors qu'en réalité, je ne vais pas mal parler sur des Indiennes, mais je ne vois pas en quoi une Indienne serait plus qu'une Africaine de manière générale. Et finalement, c'est là où on se rend compte de l'impact de ce que l'on consomme. C'est-à-dire que si on passe du temps à consommer des choses qui ne sont pas de chez nous, on nous fait comprendre que les femmes belles ressemblent à ça ou à ça, à un moment donné, on va commencer à considérer que c'est une réalité. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on va vivre l'expérience en question, on va se dire, mais non, mais finalement, c'était pas vraiment ce que l'on pensait. Et sauf qu'entre-temps, on a peut-être déjà fondé une famille, on a peut-être déjà fait des enfants. Donc je pense qu'il y a vraiment cette part d'éducation encore qui revient. À partir du moment où on consomme des choses, on nous fait comprendre que c'est ça qui est bien et ce que nous sommes n'est pas bien. On a même des femmes qui, de ce côté-là, par exemple, vont aussi se dire, tiens, je vais me blanchir la peau.
puisque j'ai l'impression que ces messieurs sont plus attirés par des personnes qui ont la peau un peu plus claire, je vais faire la même chose. Donc je pense que voilà, c'est plutôt lié à ça, un petit complexe d'infériorité, mais aujourd'hui je pense que ça a changé drastiquement. Après, sur la réalité de la diaspora, c'est quelque chose qui m'étonne. Encore en Afrique, les gens n'ont pas l'habitude de grandir avec des blancs. Qu'il y ait un peu de complexe, je peux comprendre. Mais dans la diaspora, je me dis, mais tu vas à l'école, tu as des blancs partout, qu'est-ce qui t'attire toujours à te dire qu'il faudrait que je me mette avec une blanche? Là, honnêtement, j'ai pas de réponse. Non, mais après, il y a aussi une question, c'est que c'est plus facile de se marier avec une femme noire quand tu es en Martinique ou au Congo, que quand tu es à Marly-Gaumont ou dans une campagne française où il y a 90% de blancs. Donc là aussi, il faut prendre en compte l'endroit, la zone dans laquelle tu vis. Bon, donc ça compte aussi. C'est intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser qu'il y a donc une atmosphère et une espèce de propagande médiatique qu'on a vu, où on nous a imposé des critères de beauté, des critères de valeur également, etc. Et donc, peut-être que pour contrebalancer ça, il faudrait que on soit un peu plus enclin à éduquer nos enfants sur ces questions-là depuis leur plus jeune âge. Et ça, j'aimerais avoir ton questionnement là-dessus par rapport à la famille. Oui, ben là, je pense qu'on est quand même à une époque où de plus en plus... Je vais dire femmes seulement parce que j'ai plus d'interaction avec les femmes sur cette question-là, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas non plus. Mais les femmes prennent de plus en plus conscience justement de l'importance de transmettre certains éléments à leurs enfants dès leur plus jeune âge, notamment dire à leurs filles qu'elles sont belles. On est aussi à l'ère des cheveux naturels, notamment je pense à la Natural Hair Academy qui existe depuis quelques années. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'avoir des modèles, d'avoir des références. Aujourd'hui, on a de plus en plus de marques de beauté pour femmes noires, de marques capillaires. On a de plus en plus de possibilités de savoir comment vraiment prendre soin de nos cheveux, parce que peut-être qu'à l'époque aussi de nos parents, il n'y avait pas tout ça, et on avait le sentiment que la seule façon de prendre soin de nos cheveux, c'était ce fameux défrisage. Aujourd'hui, on essaye toutes de boycotter ça et de revenir au naturel. Donc ça, je pense qu'on est vraiment sur un changement. Et je le vois même à travers les réseaux sociaux, finalement, il y a encore de tout en fonction des comptes qu'on va suivre. Il y a des comptes qui sont 100% naturels, qui transmettent cette éducation aux jeunes filles. Maintenant, je ne sais pas s'il y a cette même éducation pour les garçons. Est-ce qu'on pousse les garçons à aimer aussi des femmes noires au naturel? Je ne sais pas du tout ce qu'il en est en termes de transmission, mais j'ai quand même bon espoir pour le futur en termes de changement. Je souhaiterais rajouter quelque chose pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi qui aimeraient maintenant être avec des noirs. Mais moi, je pense que c'est la même chose. C'est l'influence aujourd'hui du visuel. C'est-à-dire que c'est parce qu'aujourd'hui, le noir, c'est hype, entre guillemets, qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien me mettre avec un noir parce que c'est cool. Regarde, même les Coréens, disons-nous la vérité. Moi, j'ai des nièces, je ne sais pas ça vient d'où, vivent en France, mais un fantasme sur les Coréens parce qu'il y a maintenant des artistes coréens qui font des concerts un peu partout. Finalement, ça veut dire que ça a vraiment un impact. Et plus on va rentrer dans un environnement où on va se représenter nous-mêmes, moins on aura des personnes qui auront besoin d'aller chercher d'autres personnes par complexe. Non, c'est clair, c'est une question de visibilité, de représentation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, les femmes noires, lorsqu'elles sont par exemple au cinéma ou autre, elles n'ont pas le bon rôle en fait. Il n'y a rien qui est mis en avant pour aimer, entre guillemets, la femme noire, alors que les autres cultures sont mises en avant. Et puis aujourd'hui, avec cette hyper-connexion aussi, cette hyper-connectivité, on a la possibilité de voir des beautés du monde entier, mais effectivement, je trouve que nos beautés sont peut-être pas suffisamment encore mises sur un piédestal. Après, justement, est-ce que les hommes noirs ne participent pas peut-être, j'ai l'impression que les hommes noirs ne nous aident pas aussi sur ce plan, parce qu'on a peut-être besoin qu'eux aussi nous valorisent. C'est pas une recherche de validation, mais au moins sentir que dans la communauté, eux aussi sont conscients que les femmes noires sont belles. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un côté, il y a aussi la question du fait que pour beaucoup, le fait d'avoir une femme plus claire ou une femme blanche, c'est un synonyme de réussite sociale. Toujours. Et tant qu'on n'aura pas dissocié ces deux concepts, on peut avoir des préférences, on peut être amoureux de quelqu'un d'une autre communauté, mais tant qu'on n'aura pas dissocié cette idée-là avec l'idée de réussite sociale et de progression, etc., je pense que ça va être très difficile justement de pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles et de dire, une femme noire peut être belle en ayant un teint ébène, en ayant des cheveux très crépus, etc., ce qui est le cas. On a heureusement quelques top modèles qui représentent ces communautés-là, notamment des communautés du Soudan, où c'est des femmes qui sont absolument magnifiques. Mais est-ce qu'on les voit suffisamment ?
Je reprends l'exemple des médias dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on a grandi, je pense, notre génération avec Le Prince de Bel-Air, où ils nous ont changé tant de vivre. Ils nous ont, voilà, quand l'actrice a été remplacée, ils sont allés prendre une nana qui avait 4 teintes, qui était 4 teintes plus claires que le reste du cast. Et donc, on peut se poser cette question de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour justement dissocier la question de la beauté, de l'attirance, du choix personnel, et cette question c'est l'ascension sociale, le statut, etc. Je te laisse rebondir, Lucani, juste avant. C'est vrai qu'aux États-Unis particulièrement, un homme foncé de peau peut percer, peut aller très loin. C'est plus difficile pour la femme noire, et il faut souvent qu'elle soit plus claire pour avoir de la valeur médiatiquement parlant, je veux dire. Ouais. Mais je pense aussi que justement tout ça c'est dû à une certaine discrimination. C'est-à-dire que si on a quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être marié à une Kumba et qui cherche un logement, parfois c'est difficile de trouver un logement que si il est marié à Anne-Marie. Et à cause parfois de ce genre de situation-là, de ce genre de choses, moi j'en ai rencontré des gens qui m'ont expliqué que non, c'est très simple. Moi j'ai même eu une situation, je suis allé au commissariat, on m'a gueulé dessus, on me grondait. Quand ma femme est arrivée, bizarrement, les mecs, ils ont changé de comportement. Donc c'est vraiment quelque chose dans la vie de tous les jours que les gens vivent. Et peut-être à cause de toutes ces choses-là, les gens se disent « Ah bah tiens, parce que tout le monde veut aller quelque part pour un objectif, parce qu'il y a peut-être un avantage quelque part. » Et c'est peut-être ça qui pousse en tout cas certaines personnes à faire des choix. Cette fois-ci, pas parce que seulement il y a un complexe de vouloir être avec une blanche, c'est parce qu'ils y voient quelque part un avantage d'un point de vue social. Il y a la vraie question du privilège qui est associée à la couleur de peau. Et je sais que moi, j'en ai bénéficié, pas parce que je le veux, mais parce que voilà, c'est comme ça. Je suis de teint clair, j'ai un nom à consonance extrêmement française. Et je pense que ça m'a permis d'accéder à des opportunités que d'autres personnes, peut-être avec un teint plus foncé, un nom peut-être plus à consonance plus typique ou exotique, n'auraient pas pu avoir. Et en même temps, le fait d'être également métisse me permet aussi d'avoir des opportunités, m'a permis d'avoir des opportunités dans le secteur de la tech dans lequel je travaillais avant, puisqu'il y a cette mouvance vers la diversité, etc. Et moi, j'étais un peu le pari safe. On va prendre une femme un peu noire, mais pas trop quand même. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'expérience différente en fonction de la couleur de peau, et peut-être que pour des personnes qui cherchent à s'allier en fait avec des personnes de peau claire ou des personnes blanches, il y a cette volonté d'accéder peut-être à cette expérience un peu plus favorable, un peu plus facile. Et donc avec ça, pour moi, je me pose la question du ressenti que peuvent avoir des femmes plus foncées que moi, où il peut y avoir une certaine forme de frustration, peut-être de colère, de ressentiment du fait que des femmes peut-être un peu plus claires, comme moi je peux être, vont avoir des expériences plus faciles, vont être peut-être plus convoitées, etc. Je me demande ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que les femmes, du coup, peut-être qui ont des teintes plus foncées, peuvent se sentir en colère ou avoir du ressentiment vis-à-vis des hommes notamment ? Ouais, alors je te laisse répondre éventuellement, ou toi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que la femme noire, c'est la dernière roue du carrosse dans la société. Il y a l'homme blanc hétérosexuel qui est tout en haut, et il y a la femme noire qui est vraiment tout en bas. Et quand je dis noire, je parle de la femme foncée de peau. Et ça, le fait qu'elle se retrouve à cet endroit-là, que nous, les hommes noirs, on ne participe pas à les extirper de ce carcan-là, notamment par ce dont on a parlé avant, avec le fait d'aller chercher des femmes à l'extérieur, chercher des femmes. Certains cherchent des femmes à l'extérieur, d'autres rencontrent simplement des femmes et se mettent avec elles sans avoir un but précis. Les deux existent. Mais du coup, ça peut aussi crisper les femmes ébènes. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est déjà parce qu'on est parfois bon à rien, les hommes noirs. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un homme noir qui est bien conçu dans son intérieur n'a pas besoin de se dire « Tiens, je vais me mettre avec une blanche pour que ça puisse m'aider socialement. » Soit tu vaux quelque chose, soit tu vaux que dalle. Donc moi, clairement, un homme noir qui se permet de se dire « Tiens, je vais me mettre avec une blanche parce que ça peut m'aider à m'élever dans la société », il ne sert à rien. Celui-là, vraiment, j'ai envie de dire, faut qu'on lui trouve une autre race, finalement, quelque part. Et moi, je pense aussi que il faut qu'il y ait un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit parfois certains chefs d'État chez nous, c'est des spécialistes à aller chercher des blanches.
il y a un problème. Et il faut qu'on arrête de nous faire comprendre que oui, mais il faut toujours suivre le cœur. C'est des histoires, ça. C'est des histoires. Dans le monde du business, ça ne fonctionne pas ainsi. Un Jeff Bezos ne va pas aller chercher n'importe qui parce qu'il faut trouver je ne sais pas quoi par rapport au cœur. Quelqu'un qui bosse chez Renault, qui est directeur, chez Renault, il ne va pas se dire, tiens, c'est toujours chez nous, on nous fait comprendre, non, mais ils sont trop amoureux, comprenez l'amour, il faut arrêter. Soit on veut être un ministre, un président de la République et les défis de toute la société ont plus d'importance que sa propre vie, quitte à même se dire, tiens, je vais me priver de certaines choses, soit on se dit qu'on est dans l'individualisme et finalement, on suit ses fantasmes. À ce moment-là, on n'est pas capable d'être quelqu'un d'exemplaire. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a des femmes noires aujourd'hui qui ont cette souffrance-là, mais qu'elles sachent qu'il y a des hommes noirs qui sont là, qui aiment des femmes noires comme ça. Il faut garder vos peaux, ça c'est clair. Surtout celles qui se blanchissent la peau, ça ne sert à rien. Vous devenez comme du poisson salé, ça sert strictement à rien. Je ne sais pas ce que pense... Non, mais je partage clairement ton avis et c'est vraiment une situation qui m'attriste parce que ça me rappelle des situations concrètes où j'avais des amis qui me disaient, donc comme je disais au début, j'aidais les célibataires à trouver leur partenaire de vie et j'ai des amis qui me disaient, mais Christina, est-ce que ça sert à quelque chose que je m'inscrive chez toi parce que je suis noire? Donc est-ce que je vais trouver quelqu'un? Donc d'emblée, elle partait du principe que c'était échec et mat pour elle à cause de sa couleur de peau. Et je trouve ça vraiment dramatique. Après, ton discours me fait plaisir parce qu'on ne l'entend pas suffisamment, à savoir que oui, il y a encore des hommes noirs qui aiment pleinement les femmes noires, mais il faudrait qu'on entende plus encore ce discours. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque un discours isolé. Et c'est limite pas suffisant pour que la tendance, entre guillemets, se renverse, tu vois. Mais sinon, je partage... pleinement ce que tu as dit. Peut-être parce que les abrutis font toujours plus de bruit aussi, que les gens censés. Et aussi. donc du coup, ceux-là qui sont dans ce discours n'ont pas besoin de le vanter parce que c'est pas par complexe, c'est quelque chose qui est naturel et normal chez eux. Or, il y a des gens qui potentiellement vivent avec ces complexes, qui veulent vanter parfois certains complexes et c'est pour ça qu'ils prennent la parole à tout va, je pense aussi. Je pense que du coup, l'influence des médias, on en a parlé tout à l'heure, les séries, etc., les films, l'influence aussi des présidents dont tu parlais, qui ont des épouses souvent blanches, l'influence des médias est hyper importante. Donc moi, je me pose la question aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, avec de plus en plus de contenus qui sont créés, est-ce qu'on voit une évolution par rapport à ça? Christina, est-ce que tu peux nous parler justement de l'évolution des relations amoureuses, des choix qui peuvent être faits à la lumière de ces nouveaux réseaux, ces nouveaux médias qui donnent peut-être des images différentes? Oui, comme je disais tout à l'heure là, maintenant on a un œil un peu sur l'intégralité de la planète parce qu'on peut se connecter et voir ce qui se passe un petit peu dans tous les pays. Mais malgré tout, au niveau des réseaux, j'ai pas encore l'impression que c'est en faveur des femmes noires. Alors est-ce que c'est nous parce que justement on n'est toujours pas suffisamment visible? Je ne sais pas, bien que si on regarde sur YouTube, il y a quand même de plus en plus de médias qui sont dirigés par des femmes noires, il y a de plus en plus de femmes noires qui sont entrepreneurs, qui lancent énormément de choses. Alors après, il y a aussi la question de l'algorithme. Aussi bien sur les réseaux que sur YouTube, que sur les applications de rencontres, on sait que l'algorithme en soi est injuste. Et il y avait déjà eu des histoires ou des statistiques par rapport à ça, que sur YouTube, par exemple, des vidéos qui sont faites par des blanches vont plus être mises en avant. Pareil sur Instagram, des influenceuses blanches vont plus être mises en avant. Donc finalement, on a aussi un petit peu presque tout le monde qui est contre nous. Mais la seule façon peut-être pour s'en sortir, c'est d'avoir nos médias, nos réseaux, et de nous pousser entre nous. Typiquement, les funérailles des tabous, c'est une opportunité aussi de nous mettre en avant par nos propres moyens et ne pas justement attendre de l'autre ou attendre justement de la population blanche qu'elle nous laisse, entre guillemets, un créneau. C'est à nous de le créer, je pense. J'ai une question par rapport à ça. Quand tu parlais de médias, des réseaux sociaux, et il y a un phénomène depuis longtemps, c'est aussi on voit beaucoup de footballeurs ou de sportifs noirs qui pourtant ont réussi, n'ont pas besoin d'ascenseur social, parce qu'ils l'ont déjà atteint, et qui se mettent avec des femmes blanches. Comment expliquer ça? Et je t'en prie, vas-y. Alors, le cas des footballeurs, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, il y a l'environnement. C'est-à-dire que les footballeurs ne vont pas nécessairement aller chercher loin. C'est-à-dire que dans leur tête, ce ne sont pas des philosophes. C'est des mecs qui, généralement, s'arrêtent au lycée, donc ils n'ont pas une grande réflexion. Ils ne se disent pas, est-ce qu'il y a une nécessité que je sois avec une noire ou pas? C'est juste des mecs qui vivent leur vie. Or, ce qui se passe, c'est que dans leur environnement, il n'y a pas souvent des femmes noires. Et il faut voir, moi j'ai déjà regardé un documentaire là-dessus, où on explique qu'il y a même des dames que l'on prépare justement à aller rencontrer des footballeurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc ce mec-là, qui se réveille, qui tous les jours, il voit Anne, Brigitte, je ne sais pas qui, à un moment donné, en fait,
Dans son environnement, il oublie même que la femme noire existe, pas parce qu'il a un complexe forcément qui lui pousse à le faire, mais c'est surtout dans son environnement. Peut-être que justement, je pense que ça va changer dans le temps. Pourquoi? On le voit aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. La démocratisation des réseaux sociaux fait que tout le monde peut maintenant regarder, ah bah tiens, il y a une telle fille que je connais ou qui partage du contenu que je connais via les réseaux, qui m'intéresse. Les gens peuvent se connecter, ça va peut-être simplifier les choses. Je pense que voilà, le problème est surtout l'environnement dans lequel ils sont, les footballeurs en tout cas. Ouais. Alors, juste pour compléter, je suis d'accord avec toi et c'est aussi une conversation que j'ai déjà eue justement avec des footballeurs. Mais j'ai entendu aussi un autre discours qui disait que justement, maintenant que je suis entre guillemets au summum sur le plan social, je peux me permettre une femme blanche. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient en gros, tu es déjà là, pourquoi tu prendrais une femme noire alors que maintenant c'est bon, tu as tout ce que tu veux pour avoir une femme blanche. Peut-être que toi tu l'as pas entendu, moi j'ai déjà entendu personnellement, ça m'a choqué. Et il y a aussi se dire, ok, dans leur environnement, il y a principalement des femmes blanches, mais est-ce que dans leur éducation, est-ce que justement tu le disais, peut-être qu'il n'y a pas la réflexion qui est là, peut-être que les parents n'ont pas non plus transmis ce truc de plus tard, est-ce que tu veux te marier avec une femme de ton origine ou pas? Je prends par exemple le cas des Maghrébins. Je pense que quelle que soit leur situation, ils vont tout faire pour se mettre avec une Maghrébine, principalement. Donc pourquoi ce ne serait pas notre cas quand ce sont des footballeurs ou des stars ou peu importe? Je rebondirai là-dessus parce que c'est là où on revient au point de l'importance de la culture. Déjà pour le cas justement des Maghrébins, il y a quand même une culture qui est bien installée et justement dans leur perception déjà de leur bonheur, ils voient une femme qu'ils ont déjà imagée. Vous remarquerez que même les joueurs, les grands footballeurs, souvent qui viennent d'Afrique, ne sont pas avec des blanches. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une perception qui est déjà différente. C'est-à-dire que dans leur vision, ils ont envie d'avoir une femme qui ressemble potentiellement au même comportement que celui de leur mère, de leur cousine, de leur tante. Et comme on a aujourd'hui dans la diaspora énormément de personnes qui grandissent, mais sans culture africaine quelque part, c'est peut-être aussi ça un élément qui ne leur permet pas d'essayer d'imaginer quelque part des femmes qui ressemblent à la culture qu'ils voudraient. C'est vrai qu'il y a peut-être une pression familiale qui peut exister pour ces personnes-là, que ce soit les personnes de la communauté maghrébine ou les personnes dont tu parles, les footballeurs qui ont grandi en Afrique. Il y a peut-être un aspect de pression familiale qui joue dans cette décision. Oui, je pense, mais vas-y, oui. je t'en prie. Je ne pense pas que ce soit nécessairement de la pression familiale. Il y a des joueurs comme Chancel Mbemba, qui est aujourd'hui avec une femme noire, Sadio Mané, je ne pense pas que ce soit vraiment de la pression, mais c'est vraiment ce que l'on veut de son couple finalement. Il y a des gens qui banalisent le fait d'être avec une femme, ils se disent je trouve l'amour et puis l'histoire s'arrête là. Il y en a pour qui ils ont grandi dans une éducation où non, je dois avoir une femme qui correspond à ma culture. Il y en a même qui vont dire non, moi je veux, pour un Congolais il va dire non, moi j'ai envie d'une femme qui va me cuisiner du pandou. Un truc tout bête. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un environnement comme ça, il aimerait que ce soit à peu près la même chose, là où parfois il y a des gens qui s'en foutent totalement de tout ça. Ils se disent juste, moi je veux trouver l'amour, de toute façon j'ai les moyens, j'en prends soin et c'est tout. Voilà. On va se diriger gentiment vers la fin. Est-ce que vous auriez un dernier mot par rapport au sujet qu'on a traité? Le dernier mot, je pense que pour résumer tout ça de mon côté, c'est qu'il faut vraiment qu'on revoie la transmission culturelle, il faut vraiment qu'on revoie notre éducation. Et je pense qu'on doit tous avoir une vision, aussi bien sur le plan individuel, aussi bien quand on cherche à se marier, avoir une vision de couple, qu'est-ce qu'on veut dans la vie pour savoir justement avec quel partenaire on va s'unir. Et sur le plan aussi de la communauté, on a besoin aussi d'une vision pour s'unir. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, dans un premier temps, il va falloir transmettre notre culture et notre éducation. Donc, pour les parents déjà qui ont du mal à comprendre leur propre culture, c'est un devoir que d'apprendre pour pouvoir transmettre. Et puis, pour les femmes noires qui s'inquiètent, il y aura toujours des hommes noirs qui seront là pour vous. Il y aura toujours des hommes noirs qui auront en plus envie de vous et auront besoin d'avoir des femmes comme vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une part de l'histoire qui a fait que beaucoup de gens ont eu certains comportements. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'éveil. On a le résultat aujourd'hui avec des initiatives comme les funérailles des tabous. Et ne vous inquiétez pas, les résultats vont se donner à foison dans les jours à venir. Dans les funérailles des tabous, nous avons toujours pour objectif d'aller loin dans les sujets, de manière le plus profonde possible. Et je pense qu'on l'a fait aujourd'hui, sans restriction. On va aller sur la fin. On voudrait simplement vous dire qu'on prend à chaque fois notre temps pour travailler sur ces sujets-là ensemble. On prend notre temps pour vous offrir du contenu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous avez un espace aussi pour commenter. Faites fonctionner le petit robot YouTube. Et c'est comme ça aussi que vous allez permettre à cette émission d'avoir une valeur factuelle en termes de diffusion.
Voilà, donc je pense que tu l'as dit. Aidez-nous aussi à transmettre cette visibilité, ces sujets dont on parle. Continuez la conversation dans les commentaires. On attend de voir aussi de lire vos opinions, de voir un peu des débats et voir ce que vous pensez de ce qui s'est dit aujourd'hui dans l'émission. Donc comme l'a dit le Sam, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et rendez-vous au prochain épisode. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse un immense merci. Votre engouement pour les funérailles des tabous dépasse toutes nos attentes. Grâce à vous, notre appel à candidature pour devenir chroniqueur, chroniqueuse ou animateur a été un véritable succès. Plusieurs centaines de demandes nous sont parvenues. Cela montre à quel point vous tenez à notre mission de créer des programmes qui invitent à la réflexion et élèvent la communauté afrodescendante ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Si nous avons dû faire des choix, c'est vous, notre public, qui allez avoir le dernier mot à travers vos commentaires et vos votes. Vous allez désigner les présentateurs, animateurs qui représenteront les funérailles des tabous cette saison. Des sessions de tournage ont déjà eu lieu, où nos potentiels animateurs ont pris part à de véritables débats et discussions dans le même format que nos émissions classiques avec des invités. De plus, les vidéos de nos présentateurs et chroniqueurs seront diffusées sur nos réseaux. Et ce sera à vous, à travers vos commentaires et vos votes, de décider qui animera cette saison. Le principe est simple, c'est eux qui ont la parole, mais c'est vous qui avez le choix. À très bientôt.